Liliane Thirulia. Je suis très heureuse, au nom du Cercle de Jeunes Juifs, de t'accueillir. Tu vas nous parler de ton livre Moïse de Tétouan, sa mémoire en héritage, 1492-1962. Tu es né à Oran, tu étais professeur d'espagnol et tu t'intéresses à l'histoire de tes ancêtres dont tu retrouves les traces et le parcours. Tu écris la biographie de ton arrière-grand-père, Moïse, à partir de documents familiaux, également d'éléments retrouvés dans différents centres d'archives nationaux, ainsi que dans des articles de journaux. Cet aïeul, qui a un parcours à la fois ordinaire et extraordinaire, incarne aussi l'histoire des Juifs d'Espagne, ce qu'on a appelé les expulsés, Merogachim, du Maroc et d'Algérie, que ce livre retrace aussi de manière précise. D'ailleurs, le sous-titre de ton livre, qui signale les 3 étapes, Megorachim, Dimi et enfin citoyen français, l'indique. Je te laisse la parole. D'accord. Alors, je vais d'abord dire pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre. L'idée d'écrire ce livre m'est venue après le décès de mon père en 1999. Son départ très brusque, inattendu, a été pour moi le déclencheur pour lui rendre hommage, faire des recherches et écrire ensuite ce livre. J'ai voulu, disons, qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Et comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Huppert, lui rendre sa dignité après toutes les épreuves qu'il avait traversées. Et donc, pour rendre hommage à mon père, j'ai été menée à retrouver le parcours de sa famille, raconter l'histoire de ses ancêtres et de tous ces Juifs de l'ouest du bassin méditerranéen. Donc, à travers l'hommage rendu à mon père, c'est en définitive à tous nos ancêtres que je rends hommage. C'est grâce à leur souffrance, à leur choix de vie, que nous existons aujourd'hui. C'est donc un travail de reconnaissance filiale et aussi de mémoire collective. Mais c'est aussi un travail pédagogique de transmission que je fais. J'ai voulu continuer, comme tu l'as dit, Claire, continuer ce travail de pédagogie qui m'a tenu à cœur pendant toute ma carrière de professeur et transmettre les connaissances que j'avais acquises pendant ces années de recherche, donc sur l'histoire de cette partie des Juifs du bassin méditerranéen. Donc, ce travail de transmission s'adresse bien sûr en premier lieu à mes enfants, à mes petits-enfants, j'en ai 11, afin qu'ils avancent solidement et sans crainte vers le futur. Il y a une très jolie phrase de l'historien italien que vous connaissez sans doute, de l'historien italien Antonio Gramsci, qui illustre ma démarche. Celui qui ne sait d'où il vient ne peut savoir où il va. Donc, ce travail de pédagogie s'adresse à mes petits-enfants, bien sûr, mais il s'adresse aussi à tous ceux dont les ancêtres ont eu un parcours similaire à celui de Moïse, à tous ceux qui s'intéressent donc à l'histoire de cette partie du peuple juif de la Méditerranée et bien sûr à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'humanité. Et précisément, si je me suis intéressée à ce Moïse, à cet ancêtre, pourquoi lui et pas un autre, c'est en raison des épreuves qu'il a endurées, en raison de son parcours exemplaire et très représentatif de celui des Juifs de son époque, descendants des Megorachim, venus en Algérie chercher de meilleures conditions de vie. Je me suis intéressée à lui parce qu'il a été un témoin, un grand témoin de tous les bouleversements de son temps en Algérie alors. Et aussi en raison de sa mort étonnante que j'ai retrouvée dans les archives à la BNF, dans les journaux de l'époque. Il est mort jeune, à 37 ans, dans des conditions vraiment très émouvantes. Voilà ce que j'ai voulu faire dans les lieux de recherche, donc les lieux de recherche
C'est-à-dire, pour l'écriture de ton livre, tu as recours à des références familiales et historiques. Alors, comment as-tu procédé? Comment as-tu travaillé pour rechercher, trouver et réunir les informations et les documents? Alors, au décès de mon père, effectivement, j'ai consulté toutes ces archives personnelles, des lettres, des actes administratifs, des actes de naissance de ses parents, des actes de décès, toutes sortes de documents administratifs. Et tous ces documents ont révélé des noms, des dates, des événements qui ont mené donc à des recherches généalogiques, familiales, historiques, sociales, administratives. Elles ont effectivement esquissé un embryon de parcours familial, mais ont engendré aussitôt des questionnements. Je me suis alors tournée vers des membres connus ou inconnus dont j'avais fait la connaissance justement au cours de ces recherches généalogiques. Donc, je me suis retournée vers des membres de cette famille au sens large et je les ai questionnés, je les ai rencontrés, questionnés, et leurs réponses parfois insuffisantes, incomplètes, lacunaires aussi, approximatives et surtout subjectives, ont encore été sujettes à d'autres questions. Je me suis alors rendue dans différents centres d'archives, comme le CAOM, que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire le Centre des archives d'outre-mer qui se trouve à Aix-en-Provence. Je me suis allée également au Centre d'accueil et de recherche des archives nationales au Caran, à Paris. Là, en particulier, j'ai retrouvé tout le dossier de naturalisation de mes arrière-grands-parents, Moïse Seruya et son épouse Jamila ou Jamol Katan. Ce dossier a révélé une multitude d'informations riches, précieuses, inédites que la mémoire de la famille avait oubliées. Je suis également allée à la BNF, à la Bibliothèque nationale, et là, j'ai voulu me retremper dans toute l'ambiance antisémite dans les journaux, donc qui prévalait alors dans la colonie à l'époque où vivaient ses ancêtres. Et c'est dans ces journaux que j'ai découvert les circonstances où était mort mon arrière-grand-père. Et puis aussi au cours de mes voyages en Israël, aux États-Unis, au musée de la diaspora, au au centre d'histoire juive de New York, j'ai récolté des informations et voilà. Donc et là, à chaque fois, il y avait des questions qui se renouvelaient, il y avait des questions qui engendraient d'autres questions. Et c'est effectivement la lecture d'ouvrages historiques, d'analyses d'historiens, sociologues qui m'ont aidé à trouver des réponses précises et argumentées pour éclairer donc la vie de cet ancêtre. Internet, bien sûr, a été un formidable outil pour compléter donc toutes ces recherches. Donc c'est vrai que ces recherches se sont étalées sur plusieurs années. Bon, vous avez compris que j'étais mère de famille, une grand-mère comblée, donc j'ai fait ça entre ma vie de famille et ma vie professionnelle, et donc voilà, donc ça donnait toutes ces recherches, ces résultats. Donc ces recherches se sont étalées sur plusieurs années, et c'est vrai qu'elles sont le fruit de beaucoup de persévérance et d'obstination, je dois dire. Même si elles demeurent encore lacunaires et qu'elles demandent à être complétées. Peut-être ne veux-tu pas dévoiler les détails biographiques. Diras-tu quelque chose? Non, on laisse le mystère. Donc, mais ce livre est plus qu'une biographie, c'est une partie de l'histoire du peuple juif et particulièrement du judaïsme séfarade que tu nous livres. L'histoire qui débute en 1492 avec le décret de l'Alhambra, avec les Dorachim, c'est-à-dire les expulsés, et qui s'achève en 1962 avec la fin de la guerre d'Algérie. En quelque sorte, tu as souhaité remonter le temps, n'est-ce pas? Absolument. Et dans ce livre, effectivement, je raconte deux histoires. En premier lieu, je raconte effectivement la biographie de Moïse,
Je relate sa vie comme dans un roman. Il naît en 1854 à Tétouan dans une famille judéo-espagnole descendant des expulsés d'Espagne qu'on appelait donc les Meguarachim. Il arrive à l'âge de 1 an avec sa famille. Il fuit les conditions de vie malheureuses dans la ville qui était pourtant autrefois surnommée, comme tu l'as rappelé, la Petite Jérusalem, à Tchikaïéo-Chalaïm. Il se marie donc, cet ancêtre, en 1880, quand commence justement la construction de la grande synagogue d'Oran. Il devient français en 1888 en pleine crise antisémite en Algérie et donc il meurt en 1891 dans des conditions étonnantes. Si vous voulez, dans ce livre, je rappelle toutes les grandes étapes de sa vie à partir des différents documents administratifs le concernant et concernant sa famille. Je rappelle aussi les coutumes et les rites qui l'ont animé et qui l'ont formé. Et si vous voulez, sa figure donc émerge de toutes ces recherches, de tous les questionnements, hypothèses et déductions faites donc à partir des documents que j'ai consultés. Et pour mieux, si vous voulez, et pour mieux comprendre son parcours de vie, celui de ses ancêtres, ses choix, ses déménagements, ses changements de métier, son évolution, son ascension sociale aussi, on va dire, je les resitue dans les différents contextes historiques, politiques, sociaux, économiques des pays ou des époques traversées. Et donc là, ça m'amène à raconter l'histoire de cette partie des Juifs espagnols expulsés donc en 1492, qu'on a appelé les Meguarachim. Ce sont donc deux histoires que je raconte, mais non pas deux histoires parallèles, mais deux histoires qui se rencontrent, qui s'imbriquent, qui se répondent, qui se font écho. Le livre est donc un va-et-vient, si vous voulez, entre l'histoire personnelle de ce bisaïeul et la grande histoire, l'une complétant l'autre, l'une illustrant l'autre. Ce livre, donc, c'est aussi un va-et-vient donc, entre la biographie et la fresque historique, entre le roman et le document. Et donc, si vous voulez, la biographie exemplaire de Moïse devient le prétexte et le fil conducteur pour raconter l'histoire de cette partie des Juifs de l'ouest du bassin méditerranéen, donc l'histoire des Meguarachim. Donc, Moïse donc, est un exemple très représentatif de cette histoire et en ce sens, sa dimension sociologique est incontestable. Et que permet de rappeler cette biographie? Alors, en premier lieu, elle rappelle les grandes lignes historiques qui ont jalonné l'histoire des Juifs d'Espagne. Ils ont subi donc, comme vous le savez tous, toutes sortes de pressions au Moyen-Âge pour se convertir. Ils ont subi en particulier les baptêmes sanglants de 1391 à Séville, qui se sont répandus dans toute l'Espagne ensuite. Et puis, ils ont subi, bien sûr, l'expulsion qu'on a appelée aussi le Guérouche du 31 mars 1492, prononcée donc par l'édit de l'Alhambra. Cet édit n'est pas arrivé comme ça, hein, donc il fait suite au constat des rois catholiques qu'il était impossible de convertir et d'absorber les Juifs. Donc, en fait, les rois catholiques avaient peur que ces Juifs incitent les conversos, ceux qui s'étaient convertis plus ou moins officiellement au catholicisme, qui les incitent à revenir à la foi de leurs pères, de leurs ancêtres. Donc, je rappelle dans le livre les différentes directions ensuite, les différentes directions vers lesquelles ils se dirigent. Très peu de pays chrétiens, comme vous le savez, acceptent les Juifs. Ce qui se passe en Espagne est symptomatique de ce qui se passe dans le reste de l'Europe où on pourchasse les Juifs. Certains arrivent à se réfugier au Portugal, mais que pour quelques années. L'Inquisition va être établie là-bas en 1531 et déjà il leur était interdit depuis 1496 d'y vivre. Certains vont trouver refuge à Livourne, Venise ou Nice même,
et d'autres en Hollande, qui était donc un pays protestant. Je fais une petite parenthèse de quelques pages dans le livre pour rappeler l'histoire des pirates juifs. À cette époque, une toute petite minorité de juifs devient pirate et c'est une façon pour eux de se venger des rois catholiques qui les ont trahis et c'est une façon c'est une lutte armée pour l'époque. Voilà. Et ce sont donc surtout les pays du pourtour méditerranéen, les pays musulmans du pourtour méditerranéen qui vont accueillir les juifs. La plus grande partie de ces Megorachim, environ 60% des expulsés, se dirigent vers l'Empire ottoman. D'autres se dirigent vers la régence d'Alger, Tlemcen ou Oran, où ils retrouvent des membres de leur famille venus s'installer un siècle plus tôt, après les baptêmes sanglants de 1391. Et donc, une bonne partie de ces Megorachim, expulsés d'Espagne, va faire le voyage le plus court et le moins onéreux et va se diriger vers le Maroc. Il s'installe donc au Maroc. Après un voyage très difficile, il y a un rabbin historien qui s'appelle Abraham Ben Salomon de Toroukiel, qui a été un rare témoin de cette époque et qui va raconter dans quelles conditions ces Juifs vont arriver au Maroc après avoir subi pendant le voyage toutes sortes de pressions par les capitaines chrétiens des bateaux pour qu'ils se convertissent. Donc, ils arrivent vraiment dans des conditions très difficiles. Et puis, peu à peu, donc, ils vont retrouver leur aura, le style de vie espagnol, leur prospérité économique, leur épanouissement religieux. Ce sont donc des Européens cultivés qui arrivent donc au Maroc et qui vont rayonner sur tous les plans. Ils acquièrent donc une ascendance sur les Juifs autochtones qu'on appelle donc les Toshavim par opposition. On va avoir des rabbins célèbres à Tétouan comme Chaim Bibas ou Isaac Ben Galid, mais leur situation, et je le rappelle dans le livre, leur situation va très vite se détériorer, se dégrader, et en particulier donc à Tétouan. Et dans le livre, je dis pourquoi, effectivement, donc à partir du XVIIe siècle, en 1609 précisément, leur situation va se dégrader inéluctablement parce que les Espagnols vont expulser d'Espagne les moriscos, c'est-à-dire ces musulmans qui s'étaient convertis officiellement, un peu comme les marins juifs, au christianisme, et donc on a mis en doute la sincérité de leur conversion. Et donc, ils sont expulsés et ils vont venir s'installer autour du bassin méditerranéen et en particulier à Tétouan. Et ils vont créer un déséquilibre démographique donc en faveur des musulmans. Et voilà, donc il y a ça qui va accentuer donc le déclin de la communauté. Et puis aussi, il va y avoir des guerres entre les puissances européennes, espagnoles, françaises, anglaises, contre les chérifiens, les Marocains, parce que les ports étaient des repères de pirates, lesquels pirates empêchaient la libre navigation en Méditerranée. Et donc, on va attaquer, assiéger ces villes portuaires comme Tétouan. Et donc, les Juifs vont être rendus responsables de toutes ces guerres, des problèmes économiques, des disettes engendrées, et ils vont être punis pour cela. Ils vont devenir donc les souffres-douleurs, les boucs émissaires des musulmans, et ils vont subir toutes sortes d'exactions, pillages, assassinats, viols et tentatives de conversion. En 1792, par exemple, on va avoir 50 chefs de famille qui vont être brûlés vifs dans le sud marocain. En 1808, le sultan va imposer aux Juifs de vivre dans le Mellah, dans la Juderia. Avant, ce n'était pas une obligation. Les Juifs vivaient entre eux, effectivement, dans la Juderia par confort, mais là, ça va devenir une obligation et surtout, il va rétablir l'humiliant statut de dhimmi et il va l'imposer avec beaucoup plus de sévérité. Tout à l'heure, on pourra reparler du statut de dhimmi si vous voulez,
mais donc là, il va être imposé d'une façon beaucoup plus humiliante et écrasante. En 1822 aussi, la Juderia va être pillée et les gens vont être, beaucoup de personnes, beaucoup de Juifs vont être assassinés. Donc les Juifs redevenus dhimmis, humiliés, soumis, n'ont d'autres alternatives à ce moment-là que la fuite et l'exil pour échapper à la précarité de leurs conditions de vie sociales, économiques, sanitaires et sécuritaires. Et donc à ce moment-là, donc on est dans les années 1820, quelque chose, même 1790, beaucoup de Juifs, on est à la fin du 19e siècle, beaucoup de Juifs vont fuir vers l'Algérie précoloniale et l'Algérie coloniale ensuite, et en particulier vers Oran. Et ce n'est pas un hasard que ces Juifs d'origine tétouanaise ou du nord tangéroise, en fait, au sens large, vont s'acheminer vers Oran. Déjà, en 1391, il y avait eu beaucoup de Juifs qui avaient quitté l'Espagne, qui étaient venus s'installer à Oran, à Tlemcen, Oran, et les Espagnols et Oran avait une histoire espagnole très empreinte de civilisation espagnole, puisque Oran avait été occupé par les Espagnols de 1509 à 1792, avec une interruption de 25 ans globalement, c'est-à-dire de 1509 à 1708. Les Ottomans avaient repris à ce moment-là, en 1708, Oran, et puis les Espagnols ont repris Oran, donc de 1732 à 1792. Donc, la fuite de ce que je voudrais dire aussi, c'est que la fuite de ces Juifs est encouragée et facilitée par les autorités françaises vers l'Algérie, et ceci pour des raisons démographiques. Les Français veulent faire un contrepoids à la démographie des musulmans en Algérie. Donc, ils vont fournir des passeports gratuitement, en particulier au moment de la guerre entre le Maroc et l'Espagne, en 1859-1860. Il y a eu, à ce moment-là, il y avait 4000 réfugiés juifs tétouanés à Gibraltar, et les autorités françaises ont fourni des passeports gratuitement et ont organisé leur venue en Algérie. Donc, en Algérie, les descendants des Mégorachimes retrouvent leur liberté religieuse, leur liberté sociale, économique, leur liberté d'entreprendre. Ils cultivent et conservent leur tradition ancestrale judéo-espagnole et ils deviennent citoyens français tout en subissant l'antisémitisme des colons. Ils sont en grande majorité prolétaires, mais travailleurs, et arrivent à devenir petits propriétaires. Tel était par exemple le cas de mon ancêtre Moïse. Si vous voulez, donc la biographie de Moïse constitue l'axe central de ce livre, et auquel se greffent d'autres axes secondaires plus ou moins importants, des histoires, des anecdotes qui font revivre des épisodes peu connus de l'histoire générale des populations de cette région ou de l'histoire juive. Donc, comme je disais tout à l'heure, je rappelle l'histoire des pirates juifs, donc avec des noms très emblématiques, des personnes célèbres, enfin des pirates célèbres comme Sinan Reis, qui était l'allié de Barberousse, Samuel Balach, qui était un rabbin pirate qui était né à Fès, David Abravanel, par exemple, qui était né en 1880, pardon, et qu'on appelait le capitaine Davis dans la marine anglaise. Donc, il y en avait d'autres encore. Les bateaux de ces pirates portaient des noms très emblématiques, comme le prophète Samuel, le bouclier d'Abraham, Mazel Tov, Malka Esther, Zebulon, enfin bon, le Yerushalayim. Bon, et à bord, il y avait tout un style de vie juif. Voilà, donc ils pratiquaient la tzedaka, ils pratiquaient, voilà, donc il fallait mettre de l'argent de côté pour les juifs. Donc, on pratiquait la cache-route, évidemment. Donc, voilà, donc, je rappelle cette histoire. Je rappelle aussi l'histoire que vous connaissez peut-être de Solika Chouel, cette jeune tangéroise qui a été décapitée en 1834 à Fès parce qu'elle refusait un mariage forcé avec un musulman et parce qu'elle refusait de se convertir à l'islam.
Donc, elle a accepté, alors que tout le monde lui conseillait d'accepter la conversion pour sauver sa vie. Je rappelle l'histoire d'Anina Melloul qui a été brûlée vive en 1813 à Oran, parce qu'elle était, disons, la compagne du grand D. Je rappelle ce qu'a été le Purim d'Oran, par exemple, aussi, qui a été célébré en 1831, où les Juifs ont échappé donc, à un massacre des populations au moment des populations musulmanes au moment de l'arrivée des Français. Je rappelle aussi, sur le plan international, ce qu'a été l'affaire Mortara, par exemple. C'est une affaire de conversion d'un enfant italien qui a secoué toute l'opinion à ce moment-là. Donc, pour terminer avec cette question, j'ajoute que ces axes secondaires permettent de rappeler les différentes coutumes religieuses de la communauté judéo-espagnole, donc aux différents moments clés de la vie juive. Donc, voilà cette question. Et que peux-tu nous dire du judaïsme en terre d'islam, et plus particulièrement en Algérie? Tu as déjà commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Qu'as-tu appris au cours de tes recherches? Alors, la biographie de Moïse, effectivement, constitue aussi le prétexte pour rappeler quelle fut la situation des Juifs dans les pays musulmans et en terre d'islam et leur évolution positive en Algérie, donc malgré l'antisémitisme ambiant. Comme dans tous les pays musulmans, les Juifs en Algérie étaient des dhimmis. Ils relevaient donc de ce statut infamant, donc de la dhimma. Les musulmans tenaient les Juifs enfermés plus ou moins strictement et cruellement dans ce statut depuis le pacte d'Omar établi donc aux environs de l'an 15 de l'Hégire, c'est-à-dire en l'an 637 du calendrier bulgare. Il leur appliquait, donc les musulmans appliquaient aux Juifs toutes sortes de restrictions, contraintes, des mesures discriminatoires sur le plan économique et social, comme à tous les monothéistes, donc juifs ou chrétiens, non musulmans, afin qu'ils méritent d'être protégés. Donc, la situation des Juifs dépendait donc du bon vouloir et de l'intérêt du sultan en place, selon les régions et selon les époques. Les Juifs pouvaient vivre en terre d'islam à condition d'être des soumis, d'accepter d'être des êtres inférieurs et de subir sans se plaindre souffrance et vexation. L'acceptation de la dignitude, de leur intériorité faisait des Juifs des protégés des chefs musulmans qui les considéraient comme des biens à protéger et à défendre. Parce qu'effectivement, ces chefs musulmans tiraient tout leur revenu de ces Juifs grâce aux taxes qu'ils leur imposaient. Ce statut donc était le prix que payaient les Juifs pour leurs différences religieuses. Ils compensaient donc leur prétendue déformation et mauvaise lecture des textes sacrés et des Écritures. Et ce statut de dhimmi va perdurer dans les pays musulmans jusqu'au XXe siècle. Ce sont les colonisateurs français, anglais, espagnols qui vont le supprimer quand ils vont arriver dans les terres qu'ils vont occuper. Alors, ainsi donc en Algérie, quand les Français arrivent en 1830, ils libèrent et relèvent les Juifs de l'infamant et dégradant statut de dhimmi. Ils font des Juifs et des musulmans aussi des sujets français mais qui restent indigènes, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent aucun droit et restent en dehors de la vie citoyenne, de la citoyenneté donc, et de la vie politique. Bon, pour les Juifs, c'est déjà un très net progrès, puisqu'ils deviennent les égaux des musulmans, les égaux de leurs anciens maîtres. Au début de la colonisation française, la politique française, des gouvernements successifs était très incertaine. On ne savait pas ce qu'on devait faire avec ces nouvelles terres qu'on avait conquises. Est-ce qu'on devait occuper les bords de mer? Est-ce qu'on devait avancer à l'intérieur du pays? On ne savait pas trop. Donc, la politique à l'égard de ces populations était
était très ambiguë. Donc, elle a évolué, et notamment avec Napoléon III. Napoléon III qui a été très sensibilisé au statut des indigènes. Pour ce qui concerne les musulmans, il a été sensibilisé par quelqu'un qui s'appelle Ismaël Urbain, qui était un noir converti à l'islam. Et pour ce qui concerne les juifs, indigènes, il a été sensibilisé par les juifs de France. Les juifs de France se sont donné à ce moment-là une mission salvatrice à l'égard de ces juifs de l'autre côté de la Méditerranée, dont ils ne soupçonnaient pas toujours l'existence. Ils savaient bien qu'il y avait des juifs à Alger, sur les villes côtières, mais alors vers l'intérieur, ils ne savaient pas du tout. Et ils ont découvert avec stupeur cette communauté. Voilà, donc ils se sont donné une mission salvatrice. Alors je vais utiliser les termes de l'époque. Ils ont voulu les émanciper, les régénérer, les moraliser, les franciser, les européaniser, les assimiler, donc les sauver, les sortir de leur état d'arriéré et les faire entrer dans la modernité. Donc Napoléon III veut agir pour améliorer leur sort et promulgue le Senatus Consulte du 14 juillet 1865 à l'intention de tous les indigènes, mais aussi des étrangers se trouvant en Algérie. Donc, cette loi de Senatus Consulte se compose de 3 articles. Le premier s'adresse aux musulmans, aux indigènes musulmans, le deuxième aux indigènes juifs et le troisième aux étrangers. Il s'adresse à égalité, il leur propose à égalité à ces 3 catégories de citoyens, à ces 3 catégories d'habitants, de devenir citoyens français à condition qu'ils fassent une démarche personnelle, donc pour la solliciter. Et ce sont surtout les étrangers qui vont faire cette démarche et qui vont bénéficier de cette loi. Pour les indigènes, c'est un véritable échec. Jusqu'en 1870, on va avoir 30 musulmans par an qui vont demander à devenir citoyens français. Et rapporté aux 2,34 millions qui vivent à ce moment-là, donc c'est insignifiant. On aura globalement 2400 musulmans qui vont devenir français jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, pourquoi les musulmans ont refusé? Parce qu'ils refusaient de faire passer le code civil avant la loi coranique. Pour eux, ils pensaient que c'était une espèce de conversion, une conversion déguisée, et ils avaient peur de passer pour un renégat, un imtourni aux yeux de leur communauté. En ce qui concerne les juifs sont à peu près au même nombre, à peu près 30 par an à demander, à solliciter la citoyenneté française jusqu'en 1870. Et ce qui fait que rapporté à leur nombre plus petit de 34 000 à peu près à l'époque, ils ont été un peu plus nombreux proportionnellement. Mais il n'en demeure pas moins que dans leur ensemble, ils ont refusé de solliciter la naturalisation française. Alors, pourquoi ils ont refusé? Parce que dans le Code civil français, ils ont prétexté que dans le Code civil français, le divorce n'existait plus. Le divorce avait bien été instauré par la Révolution française, quelques années après la Révolution française en 1792, et puis il avait été supprimé par la Restauration en 1816, et donc il faudra attendre 1884 pour qu'il soit rétabli par la Troisième République. Alors qu'effectivement, dans la loi juive, il existe le divorce. Donc les juifs ont prétexté qu'ils préfèrent créer la loi juive. Mais il faut savoir aussi qu'en Algérie, il y avait aussi la polygamie chez les indigènes. Les indigènes juifs, il y avait la polygamie. Alors bon, voilà, donc ils ont dit aussi qu'ils préféraient les lois différentes sur la filiation et l'hérédité. Alors, face à cet échec donc de la naturalisation par le Senatus Consulte, les Juifs de France continuent d'œuvrer pour l'émancipation de leurs frères, et c'est ainsi que le décret numéro 136, dit décret Crémieux, du nom du ministre de la Justice et député de la Drôme, est adopté en conseil de gouvernement de la Troisième République, donc issu de la défaite de Sedan, donc qui se tient à Tours le 24 octobre 1870. Ce décret donc va imposer
en bloc à tous les juifs d'Algérie la citoyenneté française sans qu'ils aient leur mot à dire. Donc, les juifs vont acquérir à ce moment-là des droits et aussi des devoirs, en particulier le droit de vote et le devoir du service militaire. Et c'est ainsi qu'on va avoir 34 574 juifs qui vont devenir français en Algérie. Et d'emblée, ce décret va soulever l'hostilité des colons, et ceci en raison du droit de vote accordé aux juifs. Effectivement, avec ce décret, les juifs vont représenter globalement en Algérie 10% des votants, avec des variations importantes comme 15% à Oran, mais 50% à Tlemcen, par exemple. Donc, les juifs peuvent faire pencher les résultats aux élections. Les colons n'acceptent pas de partager les fruits de la colonisation avec ces nouveaux venus dans la citoyenneté. Et donc, ce décret va réveiller et accentuer l'antijudaïsme latent chez les colons pour des raisons donc électorales et politiques. Et sous la pression des anti-juifs est donc promulgué le décret Lambrecht un an après. Ce décret Lambrecht, donc un an après, va obliger les juifs à apporter la preuve de leur indigénat pour conserver la citoyenneté. Les juifs vont apporter cette preuve grâce à l'aide des 3 consistoires établis en Algérie, et ceux-là, voilà, donc ils conservent leur naturalisation française, et ça va exacerber et développer l'antijudaïsme donc en Algérie. Les juifs avant les élections, sont courtisés par tous les candidats, et après les élections, ils sont rejetés par les perdants qui leur trouvent toutes sortes de défauts. Les colons anti-juifs français de souche d'origine italienne ou espagnole vont reprocher aux juifs leur manière de vivre, d'être, de se vêtir, de parler, leur méconnaissance du français. Les Espagnols ou les Italiens ou les Maltais ne parlaient pas mieux le français, mais on en fait grief qu'aux seuls juifs. Et puis, on leur reprochait leur façon de voter, obéissant aux consignes de leur chef religieux, de leur président de communauté. Donc, l'antisémitisme en Algérie, je voudrais dire aussi qu'il a toujours été une constante, il a toujours existé. Au début, il était inhérent à la condition de dhimmi chez les musulmans. Il est ensuite importé par les émigrés latins, italiens, espagnols, maltais, qui arrivent avec toute la charge de leurs préjugés religieux, ancestraux, moyenâgeux. Au début de la colonisation, donc l'antisémitisme est latent et sournois, mais il devient vite haineux, ordurier et virulent, et ceci donc pour des raisons politiques et électorales. Il se banalise et devient féroce et agressif, et il va devenir un art de vivre donc chez les colons. Quand il y a des attaques antisémites, c'est enchantant. Je veux dire, voilà, c'est la foire, c'est la fête. Et donc, il va se produire par vague, surtout au moment des élections entre 1875 et 1902. Les vagues de violence physique, d'attaques sur les biens et les personnes, donc éclatent en particulier en 1881-82 à Tlemcen, Oran, Sétif. Les pillages des magasins anti-juifs dégénèrent en juillet 1884 à Alger en particulier. Donc, c'est surtout, donc, comme je disais tout à l'heure, elles se produisent au moment des élections. Et l'antisémitisme, en fait, est un véritable levier politique. En 1895, entre 1895 et 1902, il y a une très grave crise antisémite en Algérie. Pour les colons, c'est en fait une façon de s'opposer au gouvernement de la métropole. Et donc, les actes anti-juifs sont soutenus par des ligues anti-juives ou des unions latines, des écrits orduriers, des journaux comme le Radical algérien, le Petit Oranais, les pamphlets d'Émile Roger, de Drummond, de Meignet, enfin, et elles sont soutenues aussi par les querelles intestines à l'intérieur de la communauté juive
dont les journaux se moquent. L'affaire Dreyfus alimente aussi entre 1894 jusqu'à la réhabilitation de Dreyfus, de cet antisémitisme en Algérie. Donc l'antisémitisme en Algérie ne s'est jamais éteint réellement. Il est à son apogée lorsque le décret Crémieux est abrogé le 7 octobre 1940 par le décret Pérouton. Et donc, après la promulgation du statut des Juifs et des lois raciales, donc du 3 octobre 1940. À ce moment-là, on va avoir 110 000 Juifs d'Algérie qui vont être donc dénaturalisés. Et le décret Crémieux va être rétabli le 20 octobre 1943, donc un an après le débarquement des Américains. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'antisémitisme en Algérie a toujours existé dans la colonie, donc de façon plus ou moins virulente, en créant une ambiance plus ou moins délétère, mais c'était un antisémitisme de la part des colons et non pas un antisémitisme d'État, sauf bien évidemment pendant la période 1940-1943. Et pour terminer, on peut dire qu'en définitive, l'antisémitisme n'a pas empêché nos ancêtres de progresser dans l'ascenseur social de la colonie.